Lorraine Travers, je le disais, vous êtes chef du service des projets territoriaux et des équipements à la direction de la jeunesse et des sports. Et donc à ce titre, vous participez notamment à déterminer les programmes des centres d'animation parisiens. Sur cette disparité des formes architecturales, ça se confirme aussi si on prend les 50, 49, 50, vous allez nous dire, centres parisiens, ces 50 bâtiments très très différents où, vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est exactement, mais juste comme ça là pour rebondir. Alors, comme ça tout de suite, ça constitue un peu mon introduction justement. Et ben voilà, alors allons-y. Par là. Alors je vous laisse, c'est parfait. Alors je vais essayer de faire un exposé en espérant qu'il ne soit pas trop aride. Je pensais parler, ne pas trop préparer. Pour finir, j'ai quand même écrit mon intervention parce que je voulais pouvoir vous faire une sorte de vous dresser un panorama un peu des différents sujets qui concernent les centres d'animation parisiens. Alors, tout d'abord, premier sujet, c'est le nom. On ne les appelle plus des centres d'animation depuis la réforme des équipements jeunesse de 2016. On les appelle des centres Paris Anime. Alors, la nuance est subtile, mais je veux pointer le fait que ces centres participent d'un réseau parisien, donc constitué par la ville de Paris, et que, quelque part, on doit pouvoir y trouver, malgré tout, un socle de prestations de base, et qu'on souhaite y traiter les usagers, puisque maintenant on parle d'usagers, de la même manière sur tout le territoire. Voilà. Et puis, il y avait d'autres raisons à cette réforme dont je parlerai un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, je travaille dans une direction qui gère des centres Paris Anime, mais également des équipements qui sont des équipements intergénérationnels, et c'est présent dans notre discours. Mais on gère également des équipements qui s'appellent des espaces Paris Jeunes, qui sont uniquement destinés aux jeunes, avec une population cible de, disons, 14-26 ans. Donc, deux types d'équipements, 50 centres Paris Anime. Ces centres Paris Anime à Paris, alors, aujourd'hui, donc, il y en a 50, et ceux qui subsistent ont été construits pour les premiers dans les années 60. Le parc est très hétérogène, donc le plus petit se déploie sur 180 m² de surface utile. Donc c'est le centre Simon Lefranc dans le 4e arrondissement. En réalité, il y en a un qui est encore plus petit que celui-là, qui ne fait qu'une centaine de mètres carrés, qui se trouve dans le quartier des Frères Voisins, qui est un quartier où les populations sont très précarisées, coincées entre le périph' et la ville d'Issy-les-Moulineaux, en bordure de ville d'Issy-les-Moulineaux, dans un quartier d'habitat social. Mais ce tout petit centre-là de 100 m² ressemble plus à ce qu'on appelle, nous, un espace Paris Jeune qu'à un centre Paris Anime intergénérationnel. Donc, les plus grands centres Paris Anime se déploient sur plus de 1400 m² de surface utile, dont notamment le plus gros, qui est le centre Paris Anime Nouvelle-Athènes, rue de la Tour des Dames dans le 9e, plus de 2600 m², parce qu'il a été construit dans une ancienne station électrique restructurée. Tous les arrondissements, alors les deux plus anciens ont ouvert en 61 et 62, de ceux qui subsistent, ont ouvert en 1961 et 1962, et il s'agit respectivement du centre Paris Anime Mercœur dans le 11e et du centre Paris Anime Brancion, donc Porte Brancion dans le 15e. Et il se trouve en effet que, et notamment le centre Paris Anime Mercœur, a été construit pour répondre au sujet de, j'allais dire, de l'irruption de bandes de blousons noirs dans les années 60. Ça a été construit pour ça, en réponse à, et dans une perspective quelque part également un peu sécuritaire. Ces deux centres, d'ailleurs, lorsqu'ils ont ouvert, étaient dénommés MJC. Et les associations historiques qui les ont créés s'appellent encore, pour l'une, l'association MJC Mercœur, et pour l'autre, l'association MJC 15 Brancion. Les deux centres, dans la dernière période, dans la dernière dizaine d'années, j'allais dire, on a construit quand même quelques centres, 4 ou 5. Et les deux plus récents sont quelque part le centre Paris Anime d'Aviel dans le 13e, au pied de la butte aux Cailles. Donc il y a le Théâtre 13 et le centre Paris Anime d'Aviel. Au départ d'ailleurs, il n'y avait sur cet ensemble-là qu'un centre d'animation, si je puis dire, qui possédait sa salle de spectacle.
Comme d'ailleurs le Théâtre 14 dans le 14e, qui est en fait connexe du Centre Paris Anime Marc Sangnier. En réalité, au départ, c'était un ensemble immobilier unique et le théâtre était en réalité la salle de spectacle du centre d'animation, idem. L'ancien, dans le 20e rue des Amandiers, il y a eu jusqu'à très récemment un centre d'animation qui constituait un ensemble immobilier avec le Théâtre 20. Lorsque cet ensemble a été construit, il n'y avait qu'un seul équipement. C'était donc une MJC qui possédait sa salle de spectacle. Et dans les années 90, il y a eu une politique qui a consisté déjà à détacher la salle de théâtre du centre d'animation de l'époque. Bon. Alors, ironie du sort, dans la dernière période, la ville de Paris a souhaité, sur le site des Amandiers, créer, donc c'était Bruno Julliard était aux commandes, constituer ce qu'on appelle maintenant une fabrique culturelle, un lieu de pratique amateur, mais aussi de création théâtrale. Et du coup, le Centre Paris Anime et le Théâtre 20 ont à nouveau fusionné. En réalité, ça a été très simple. On a démoli un mur en parpaing, enfin quelques parpaings qui avaient bouché la porte de liaison entre l'ancien théâtre et le mur des Amandiers pour reconstituer l'ensemble immobilier d'origine. Et j'allais dire, on a même nettoyé des cloisons adventistes qui avaient été construites dans le temps pour retrouver la forme d'origine. Alors, c'est un architecte connu qui avait construit ce site des Amandiers. Et évidemment, j'en ai oublié le nom. Mais tout ça pour dire que l'histoire est un éternel recommencement, quelque part, ou en tout cas, ce sujet-là, en effet, se cherche. Et ce monde-là, de la culture et de l'éducation populaire, est un éternel recommencement, une éternelle réinterrogation. Voilà. Les deux plus récents, enfin le plus récent est le centre Kensaro Wiva dans le 20e, rue de Buzenval. Donc il y aura quelques photos tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un centre Paris Anime à Paris? Enfin, la notion qu'on en a, enfin la définition qu'on en donne, c'est une structure socio-culturelle de proximité ouverte en effet sur son territoire d'implantation, qui fonctionne en partenariat avec le secteur associatif, les équipements publics et les services locaux, qui constitue un espace d'échange social et de convivialité. Donc le sens originel reste. Comment sont gérés ces équipements? Alors, ces équipements à Paris ont été en réalité progressivement municipalisés. En effet, ils avaient été créés par des associations. Ils ont connu une municipalisation progressive. Alors, je ne passe pas par toutes les phases, mais enfin, il y a eu différentes périodes. Aujourd'hui, ils sont inscrits à l'inventaire des mairies d'arrondissement, dans le cadre de la loi PML. Et le ou la maire d'arrondissement est garante du bon fonctionnement de l'équipement. Évidemment, l'adjointe à la maire de Paris en charge de la jeunesse, Pauline Véron en l'occurrence, est également en responsabilité par rapport à ces équipements, bien entendu. Les actions en matière d'activités culturelles et de loisirs, d'insertion, de convivialité requérant un savoir-faire particulier qui ne relève pas des compétences donc, de l'administration parisienne, ou tout du moins elle n'a pas voulu s'en doter dans le cas d'espèces, la ville a souhaité externaliser la gestion de ces centres auprès du secteur associatif pour bénéficier des compétences et de la souplesse de gestion donc, des professionnels de l'animation socio-culturelle et de l'éducation populaire. Comme ce qui se fait, voilà, ce qu'on expliquait un peu partout ailleurs. Oui, alors bon, je pense que dans d'autres départements, il y a tout de même des simili-centres socio-culturels qui sont en régie directe des collectivités. Bon. Donc, à Paris, on le fait dans le cadre soit de marchés publics de 2 ans, aujourd'hui renouvelables 2 fois, donc d'une durée de 6 ans, ou de délégation de services publics d'une durée de 5 ans. Ça aussi, lorsqu'on a commencé à le faire, c'est-à-dire à mettre en concurrence les gens, car il y a une mise en concurrence, ça a été quand même un choc pour ces associations d'éducation populaire qui, pour le coup, avaient elles-mêmes contribué à créer ces équipements et qu'on s'est mis à mettre en concurrence. Ça induit quand même des changements, notamment dans la manière dont ces associations et ces organismes ont continué à communiquer entre elles.
quelles sont les missions qui sont confiées aux gestionnaires des centres Paris Anime? Alors, il y en a 4 essentiellement. C'est d'abord la mise en place d'un projet global et cohérent d'activités régulières, payantes, avec un barème adossé aux quotients familiaux, voté par la ville de Paris, ce barème de prix qu'on demande aux usagers de payer. Alors, toutes les activités ne sont pas payantes dans un centre d'animation. Pardon, peut-être juste, puisqu'on est là et qu'on essaie de voir très concrètement comment fonctionnent ces centres d'animation, c'est quoi le prix d'une activité? C'est très peu cher je ne sais pas si... puisque c'est adossé, vous le dites, aux quotients familiaux, oui. Du coup c'est très variable, j'imagine. Mais... Alors en fait, il y a 10 tranches de QF et je dirais que les prix, dans certains cas, font de 1 à 10 aussi. D'accord. Donc voilà, dans le QF1, on trouvera des gens en gros qui vivent... de revenus de transfert, ou des gens qui sont au chômage, des gens qui relèvent de l'AH. On trouvera également des jeunes qui, par exemple, relèvent de foyers de l'ASE. Juste pour dire, ça sera tout de même toujours moins cher. Qui sont les plus riches. D'accord. Mais même sans pour le quotient familial le moins élevé, ça sera toujours moins cher qu'une activité en club qui amène à une pratique de compétition, par exemple. Alors oui, ça sera un sujet, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors allons-y, pardon. Voilà. Donc les gestionnaires doivent organiser un projet d'activité inspiré par les principes de l'éducation populaire. Parfois je dirais centre Paris Anime, parfois je dirais les gestionnaires des centres Paris Anime, parce qu'en réalité... comme on dit, n'est de richesse que d'hommes, et les bâtiments c'est bien, mais il y a des gens pour les gérer, et donc c'est l'essentiel finalement de ce qui se passe dans un centre Paris Anime. Donc, le principe de l'éducation populaire qui vise à l'épanouissement, donc à l'émancipation des individus, c'est le but. Je rappelle qu'il existe en fait 2 chartes de l'éducation populaire, d'ailleurs concurrentes. Mais bon, il existe même une charte de l'éducation populaire. C'est quelque chose qui est défini, qu'on peut trouver sur Internet. La politique d'animation du gestionnaire doit en effet promouvoir la participation active des usagers à la vie du centre et ainsi, c'est le but qu'on recherche, contribuer à les sensibiliser à leur fonction d'acteurs dans la cité. Donc il y a un sujet de citoyenneté à travers les équipements qu'on met en place. Ils doivent dans ce cadre donc organiser, notamment durant la période scolaire, un ensemble d'activités. Voilà, sous forme de cours d'ateliers hebdomadaires, à Paris d'une durée variable de 45 minutes à 3 heures, s'adossant à un projet donc cohérent et attractif. Ces activités peuvent aller jusqu'à relever de 9 catégories, donc je les cite: danse, art du spectacle, art plastique et décoratif, musique, activités techniques et scientifiques, mise en forme, activités sportives, jeux et jeux de l'esprit, par exemple échecs, jeux d'échecs, langue. Alors, on a l'impression, en entendant l'énumération, qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation là-dedans, etc. Mais en réalité, dans chacun de ces domaines, on peut tout à fait trouver des activités innovantes, un peu décoiffantes, etc. Par exemple, le codage ou le jing. Alors, il y a eu, côté danse, toute une folie de la Zumba et autres danses latino-américaines. Enfin bref, il y a des choses assez décoiffantes. La programmation des activités doit comporter des cours d'initiation, des cours qui permettent également par ailleurs de progresser, donc des cours par niveau, des activités régulières à caractère intergénérationnel. De plus en plus, on monte aussi des activités par enfant, etc. Par exemple, on a un club de bébés nageurs dans le 10e arrondissement, et qui est un club historique, avec, je crois, plus de 200 personnes inscrites, enfin plusieurs centaines de gens inscrits. Et il y a également des stages ponctuels d'initiation, d'approfondissement. Voilà. Et on souhaite que ce public des centres soit renouvelé d'année en année et donner sa chance à chacun pour pouvoir y accéder. Ça, c'est la première prestation des activités régulières. La deuxième prestation, c'est une offre spécifique à l'attention des jeunes. Donc, quand on parle de jeunes, c'est plutôt 14-26 ans. D'une part, qui se caractérise notamment par des stages, des séjours et de l'accueil informel, quand on le peut. Et on souhaite le développer plus encore, cet accueil informel, ce qui nécessite des animateurs jeunesse à temps plein et des locaux dédiés. Parce que le problème architectural, on le résout par des locaux, au moins une grande salle dédiée. Et éventuellement maintenant, d'ailleurs, d'un point de vue architectural, on essaye de faire en sorte que cette salle dédiée puisse être située dans une partie du centre Paris Anime que l'on peut déconnecter du reste à l'occasion, par exemple, de certaines soirées en nocturne.
On demande également à nos gestionnaires de centres d'animation de monter des ateliers dans le cadre, vous savez, de la réforme des rythmes scolaires, sur les temps d'activité périscolaire. Il y en a dans les écoles, les conservatoires s'en chargent également, et on en a dans les centres d'animation à Paris le mardi et le vendredi après-midi. Troisième prestation, c'est une offre spécifique à l'attention des populations fragilisées, français langues étrangères, cours d'alphabétisation, aide à la rédaction de CV, chantier éducatif pour les jeunes. Enfin, et c'est très important, dernière prestation, c'est on souhaite que le gestionnaire fasse que le centre d'animation soit un espace d'échange social en effet, et donc il montre des activités de proximité et de convivialité. Alors, je les cite un peu quand même, des animations informelles, des fêtes de fin d'année, des expos, des activités familiales et intergénérationnelles, des projections débats, des conférences sur les sujets intéressant les usagers. On demande également à nos gestionnaires de favoriser l'engagement des usagers, et notamment on leur a demandé dans une période récente de monter des comités d'usagers et ou de favoriser leur participation au fonctionnement du centre par tout moyen qu'ils jugent utile. Et notamment afin de permettre aux usagers de pouvoir, s'il le faut, agir sur la programmation des activités. Alors pas en cours d'année, mais pour l'année suivante. Pour mener à bien les programmes d'activité précités, les locaux que l'on trouve dans les centres comprennent des salles polyvalentes, certes, des salles spécifiques, poterie, art plastique, multimédia informatique, labo photo, on en trouve encore y compris des argentiques. On a une très grosse section de labo photo au centre Jean Verdier dans le 10e. Des espaces donc dédiés aux jeunes, des cuisines pédagogiques, parce que ça, c'est actuellement, ça, c'est très très en vogue et très demandé, et ça permet de faire de la mixité sociale et intergénérationnelle, de réunir tout un tas de gens autour dans une cuisine pédagogique. C'est quelque chose qui marche très fort et qui vraiment réunit tous les gens d'un même quartier. Et enfin, il y a des salles destinées aux activités de danse et de sport et des pôles musicaux intégrant des studios musique. Je vous prie de m'excuser, on arrive à la fin de ce temps très contraint. Alors peut-être juste pour deux petites questions pour bien comprendre toutes les activités dont vous nous parlez, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, on les trouve aussi ailleurs, en dehors des centres d'animation, aussi bien la musique, les pratiques sportives, que même les écrivains publics qu'on peut avoir en mairie. Alors, dans une période plus récente, effectivement, il y a eu éruption en France et sur la place de Paris et ailleurs, de tout un tas de clubs privés de sport, de clubs de fitness, etc. Je dirais que la prestation n'est pas tout à fait la même. Par contre, ça pose une véritable question qui tient au rythme de vie des gens. C'est-à-dire que les jeunes qui travaillent à Paris ou les étudiants préfèrent parfois opter pour une activité dans une salle privée parce que là, ils n'auront pas besoin de s'inscrire pour une heure toujours la même toute l'année, mais ils pourront venir, sortir. Enfin, ça sera beaucoup plus souple en termes d'horaire qu'une activité régulière payante dans un centre Paris Anime, qui serait tous les lundis de 8 à 9. Ou, enfin, vous voyez. Donc, mais par contre, les prix sont très élevés dans ces salles généralement. Voilà, donc là, ça sera non seulement moins cher, et puis il y a cette vocation de rencontre aussi dont vous parliez. Cette concurrence, et dans une ville comme Paris où les gens ont les moyens, effectivement, il y a des gens qui ont les moyens qui, du coup, optent plutôt pour des structures privées, mais parfois reviennent pour retrouver la convivialité qu'ils ont perdue. Voilà. Il y a quand même une chose dont je voulais parler. Alors allez-y et on terminera là-dessus. Oui, c'est que, et c'est aussi pour faire de la promotion donc, des centres Paris Anime parisiens, mais ce qu'on ne sait pas et qu'il faudrait dire, c'est que les gestionnaires, on leur demande également de faire de la mise à disposition de salles, soit à titre gracieux, soit à titre payant. Gracieux, par exemple, à des écoles ou à des associations dans le cadre de partenariats. Partenariat dit aussi échange. Et là aussi, on voit que le centre, dans ce cadre-là, est intégré à une vie, je dirais, sociale de quartier, d'arrondissement parisienne, c'est-à-dire qu'il se raccroche à un réseau d'acteurs qui n'est pas juste le centre. On souhaite vraiment que le centre Paris Anime s'inscrive dans une vie citoyenne et sociale à Paris. Vous voyez, c'est bon. Deuxièmement, près de salles, aussi aux écoles.
près de mise à disposition de salles à titre onéreux ou de studios musicaux et d'enregistrement pour les jeunes. Un groupe de jeunes qui fait du rock'n'roll, etc. Il faut savoir que dans un grand nombre de salles Paris à Nîmes, il y a des petits pôles musicaux dans lesquels des groupes de copains peuvent venir passer 3 heures, c'est loué à des prix très modiques, plutôt que de faire de la musique dans leur appartement sans le son parce que les voisins vont crier, etc. Donc ça, c'est très peu connu et méritait d'être signalé. De la même manière qu'il y a des salles de spectacle dans une vingtaine de centres d'animation, sur les 50 aussi, qui elles aussi peuvent faire l'objet d'une location, si tant est que ça puisse s'intégrer dans une programmation évidemment de la salle elle-même. Enfin, dernière chose, je sais que quand je prends la parole, j'ai du mal à la lâcher, mais je voulais parler des gens qui animent, alors à la fois les gens, le nombre de gens, vous m'aviez demandé de signaler combien il y avait de gens qui fréquentaient les centres Paris à Nîmes. Il y a eu, pendant la saison 2017-2018, 58 415 personnes qui se sont inscrites dans les centres. Ça a généré 76 000 inscriptions. Ça, c'est sur les activités régulières payantes. Mais par contre, il y a eu plus de 400 000 personnes qui ont fréquenté les activités de convivialité et d'animation de quartier. Donc c'était intéressant à signaler. Et sur les gens qui font vivre ces équipements, donc ces gens-là sont des salariés de l'éducation populaire, non, ils relèvent de la Convention collective nationale de l'animation. Sur Paris, pour gérer nos centres, ils sont physiquement au nombre de 1788, qui correspond à 661 postes équivalents temps plein. C'est un centre Paris à Nîmes du 20e arrondissement, le plus récent, le dernier à ouvrir, qui est spécialisé art du cirque. Et donc là, c'est la salle où on pratique ces activités. C'est donc ce même centre qui se trouve dans le quartier Saint-Blaise. Donc là, bon, c'est là. Ça, c'est notre centre Paris à Nîmes d'Aviel, dans le 13e, qui donne sur le Mail de Bièvre. C'est pas le Weber Cube. C'est pas un cube, mais vous voyez, alors ce qui est intéressant, là on voit pas bien, mais il y a un effet de relief parce qu'en dessous on a le théâtre 13 qui donne sur le grand jardin du Mail de Bièvre qu'on voit quand on est au métro Glaciaire sur le métro aérien. Voilà. Il comporte une très belle cuisine pédagogique. Et quand les gens sont dans la cuisine pédagogique, sur un atelier de cuisine, donc là on voit l'aspect intergénérationnel. Il y en a un autre comme ça à Place des Fêtes dans le 19e avec une très très belle cuisine aussi. Quand on est dans la cuisine pédagogique, en fait, il y a une vitre qui sépare la cuisine pédagogique du très très grand hall d'accueil et d'exposition. Et donc les gens qui viennent fréquenter d'autres activités peuvent voir ce qui se passe dans la cuisine. Donc c'est assez sympathique. Ça, c'est un des centres les plus récents. C'est le centre Paris à Nîmes, Nouvelle-Athènes, rue de la Tour des Dames dans le 9e. Alors là, on attendait une expérimentation, c'est-à-dire que les surfaces étaient très importantes. Et en termes de gestion, on a expérimenté quelque chose. C'est l'intégration d'une bulle sportive, ce qu'on appelle nous une bulle sportive, aux surfaces du centre Paris à Nîmes. En fait, au-dessus de la grande salle de spectacle que vous allez voir, il y a une vue. Il a été créé un nouveau plancher. Et sur ce plancher, en fait, est un terrain de hand et de basket. Et il y a un mur d'escalade et ces activités sportives, pour le coup, ont été réservées à nos collègues de la sous-direction de l'action sportive et les créneaux sont réservés de la même manière par des clubs et des assos, de la même manière que dans un gymnase municipal. Mais c'est bien le centre Paris à Nîmes qui est ensemblier de tout ça et il y a une cohabitation finalement au sein de cet ensemble de salariés qui ne relèvent pas des mêmes statuts. Donc c'est assez intéressant et ça se passe très très bien. J'ajoute que dans ce centre, il y avait des surfaces qui restaient, notamment en sous-sol, donc qui étaient à mon avis assez ingrates, mais bon, qui vont être récupérées par la direction des affaires culturelles pour reloger les labos photos qui se trouvent actuellement dans le Marais. Donc on aura une cohabitation de 2 directions et 2 statuts. Un ensemble mixte. Voilà. Là, c'est la belle salle de spectacle du Centre Tour des Dames. Voilà, donc vous voyez compagnie parisienne d'électricité, je crois. Là, ce sont des salles dans des centres, bon, des escaliers, de la signalétique. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci encore pour cette présentation très complète et qu'on applaudit bien sûr.